Bonsoir Corentin Célin. Bonsoir. Vous êtes professeur agrégé d'histoire, spécialiste de la politique américaine. Donald Trump lance officiellement sa campagne demain. Objectif, se faire réélire en 2020. Malgré tous les tollés provoqués, les critiques qui pleuvent, le président des États-Unis semble très confiant. Alors, Corentin Célin, Trump réélu à sa propre succession, est-ce que c'est possible ? Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Déjà historiquement, il faut rappeler qu'il n'y a que 2 présidents à l'ère contemporaine qui n'ont pas été réélus, et à chaque fois dans des circonstances assez particulières. Bush senior en 1992 parce qu'il y avait une triangulaire, il y avait 3 candidats et non pas 2 par exemple. Donc oui, d'habitude un président américain, il est plutôt réélu que le contraire, et donc pourquoi pas Trump. Deuxièmement, les résultats économiques sont excellents. Oui, parce que pourquoi pas Trump, la question se pose, parce que évidemment on a entendu absolument toutes les prophéties de malheur, beaucoup de personnes prédisaient le chaos, et vous le disiez, là 2 ans plus tard, finalement, Trump a en partie relevé le défi, en tout cas en ce qui concerne l'économie. Oui, en termes de croissance et d'emploi, pour l'instant, à l'heure où on se parle, les résultats sont excellents. Il a les meilleurs chiffres du chômage en 50 ans d'histoire états-unienne. Moitié moins qu'en France, c'est ça ? Même plus, 3,9%, on est même un peu en dessous de la population active au chômage. C'est le meilleur chiffre aux États-Unis depuis 1969. Et donc, il faut se rendre compte que, en plus, comme vous le disiez, par rapport aux attentes catastrophiques, on se souvient de prix Nobel d'économie qui avait fait des pétitions pour dire que ce serait l'apocalypse si Trump était président. Ce n'est pas l'apocalypse, et donc forcément, il a dépassé les attentes. Et de ce point de vue, il a aussi satisfait son électorat, l'électorat républicain, qui l'adore. Oui, on va voir les sondages. Il y a un sondage qui est paru d'ailleurs. 91%, c'est ça, de sympathisants dans son camp qui plébiscitent son action. Et quand même, près d'un Américain sur 2, 46%, qui approuvent sa politique. Absolument, oui. Alors ça, c'est assez récent. Ça fait un mois et demi qu'il est au maximum pour lui. Il a à peu près gardé son niveau de 2016. On se souvient qu'il était minoritaire à l'époque au vote populaire. Il avait 46%. Ces 46%, il les a gardés. Comment ? En faisant exactement ce qu'il avait promis aux Républicains. Et les Républicains l'adorent. Pourquoi ? Baisse d'impôts. Il est sur l'immigration intraitable. Il fait construire le mur envers et malgré tout. Il défend sa promesse de défense identitaire d'une identité blanche. Et par ailleurs, il aussi dérégule l'économie. Il fait reculer l'intervention de l'État. Il n'y a aucun raté ? Parce que quand même, tout ça, c'est au prix d'une dette abyssale, d'inégalités qui se creusent. Bien sûr, il y a des ratés. Mais pas pour son électorat. Pour son électorat, il fait exactement ce qu'il avait dit, c'est-à-dire aussi il s'est retiré des accords internationaux comme celui sur le nucléaire iranien, il s'est retiré de l'accord sur le climat de Paris. Alors évidemment, ça choque 50% et un tout petit peu plus des Américains, mais il faut bien le dire, il y a entre 40 et 45, et en ce moment on est plus à 45%, qui l'adorent. Et qui pour le challenger face à lui alors ? Alors, aujourd'hui, c'est un peu la foire d'empoigne. 23 candidats démocrates, on ne sait plus s'y retrouver. C'est un record pour l'instant, oui. C'est un record, c'était 16, le précédent record. Donc là, on a vraiment franchi un cap. Pourquoi autant de candidats rapidement ? Parce que Trump a montré l'exemple. Beaucoup se disent, si Trump l'a fait, moi aussi je peux le faire. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que Trump paraît quand même prenable. Parce qu'une limite par rapport à ce qu'on a dit, oui, un bloc de 45%, mais il n'est jamais arrivé à dépasser les 50% dans les sondages sérieux, il n'a jamais dépassé 50%. Et les démocrates sont plutôt donnés en tête, en tout cas en ce moment. Oui, alors, ils sont donnés en tête, mais on a payé cher du côté démocrate en 2016 pour les sondages, les avances mirobolantes, etc. On se souvient de Clinton. Mais clairement, il est considéré comme prenable. Donc tout le monde veut y aller, sauf que dans le camp démocrate, il y a un énorme problème de sur quelle ligne on affronte Trump, sur quelle doctrine on affronte Trump, qu'est-ce qu'on met en face de lui. Lui, il est clair, il a tenu ses promesses, il a un programme nationaliste, identitaire, conservateur moralement. Quelle est la doctrine pour les démocrates pour le vaincre ? Est-ce qu'on reste au centre ou est-ce qu'on va plus à gauche ? Exactement, il y a 2 grands choix. Ou bien on reste plutôt au centre, social-libéral, on va dire, dans la tradition de Clinton et d'Obama. Avec Joe Biden, plutôt ? Voilà, Joe Biden, l'ancien vice-président d'Obama, qui revendique l'héritage de son ancien ami président, qui est la continuité, qui apparaît comme un homme d'État, sage, pondéré. Par rapport aux excès personnels de Trump, ça paraît parfait. Mais beaucoup disent non, ce n'est pas sur cette ligne-là que les démocrates ont gagné les élections de mi-mandat en novembre 2018. C'est sur une ligne écologique,
beaucoup plus à gauche, d'interventionnisme de l'État qui rompt justement avec le social-libéralisme façon Clinton-Obama. C'est la ligne Alexandria Ocasio-Cortez, que l'on voit partout, mais qui, elle, ne peut pas se présenter, elle est trop jeune. Elle est à New York. Voilà, la représentante de New York, mais qui est incarnée par exemple par Bernie Sanders, le sénateur du Vermont. Qui se définit lui-même d'ailleurs comme un socialiste, c'est ce qu'il dit. Ça peut marcher aux États-Unis? Alors, Sanders, c'est un petit peu le Trump en miroir, c'est-à-dire que ça marche très très bien, très à gauche, c'est-à-dire qu'il a vraiment une audience très forte, très à gauche, mais il a du mal à aller au centre, il fait peur. En plus, récemment, on a sorti des images de son voyage en URSS dans les années 80. Bon, il a un côté un petit peu sorti de la gauche des années 80, donc il peut faire peur au centre. Et justement, c'est toute la difficulté pour les Américains. Et les démocrates américains, qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on choisit quelqu'un très à gauche, mais il y a le risque de laisser le centre à Trump, ou est-ce qu'on reste au centre, mais on n'enthousiasme pas, on ne mobilise pas, en particulier les jeunes? Tout cela, justement, vous parlez de jeunes, ils sont quand même assez âgés, on est au-delà de 70 ans, sauf quand même cette révélation en ce début de campagne. C'est le plus jeune candidat, je crois, à la présidentielle, 37 ans. Je vous laisse prononcer son nom, parce que vous le ferez mieux que moi. Donc Pete Buttigieg, le maire de South Bend, dans l'Indiana, qui est effectivement le plus jeune candidat à la présidence depuis plus d'un siècle. Très moderne. Ah oui, complètement moderne. Alors, très charismatique, on retrouve un peu d'Obama, de cet effet magique, il parle énormément de langues, on se souvient de sa réaction au moment de l'incendie de Notre-Dame en français, donc vraiment, il plaît aux audiences étrangères. Par ailleurs, c'est un homme qui a affirmé son identité sexuelle, il est gay, mais d'un état très conservateur du Midwest. Marié, et il avait revendiqué ce mariage en 2015 en faisant un édito, en s'affirmant, et en même temps, il est du Midwest, donc d'un état extrêmement conservateur, l'Indiana. C'est un ancien militaire, il a été déployé en Afghanistan. Voilà un homme qui coche toutes les cases, et c'est pour ça qu'il plaît, parce qu'effectivement, par rapport à Biden, il faut se rendre compte que Joe Biden, par exemple, il était déjà sénateur des États-Unis en 1973. Et donc ça fait un petit peu ancien pour beaucoup d'électeurs. Il a 76 ans. Trump d'ailleurs l'a baptisé Sleepy Joe, Joe l'endormi. Évidemment, il profite et il joue aussi sur son âge. Alors, autre grande inconnue quand même de cette élection dont il faut qu'on parle, c'est le piratage informatique. On entend parler des cyberattaques. On se souvient de l'ingérence russe, en tout cas des forts soupçons lors de la dernière campagne présidentielle. Et visiblement, c'est reparti pour un tour. Le président Trump serait ravi, a-t-il fait savoir, d'avoir accès à de nouvelles informations venant de l'étranger. Écoutez-le sur ABC News. I think you might want to listen. There's nothing wrong with listening. If somebody called from a country, Norway, we have information on your opponent. Oh, I think I'd want to hear it. You want that kind of interference in our elections? It's not an interference. They have information. I think I'd take it. À l'entendre, on a quand même l'impression que Donald Trump appelle ouvertement à l'espionnage de ses rivaux. Oui, alors il faut rappeler qu'il l'avait déjà fait durant la campagne 2016, où il avait, on s'en souvient, appelé les Russes directement à rechercher les mails détruits par Hillary Clinton lors de son passage au secrétariat d'État. Ce qu'ils ont fait. Alors non, c'était pas d'une autre manière. Voilà, mais c'était pas ceux-là qu'ils ont piraté. Ils en ont piraté quand même quelques-uns. Voilà, mais c'est une position qu'il a eue de manière constante. Chez Trump, il y a une façon de dire pas vu, pas pris. Tout ce qui est pas écrit noir sur blanc, c'est interdit, c'est dans les règles. Et donc il l'a redit. Il a dit, si on m'amène de l'information, comme les Russes avaient essayé de le faire avec son fils le 9 juin 2016, eh bien moi je la prends. Alors il y a eu un tollé. Parce qu'il teste aussi ses limites. Jusqu'où il peut aller? Il est un petit peu revenu en arrière, mais clairement, c'est un appel à l'ingérence étrangère. Et surtout, il dit aux démocrates, il va falloir venir me chercher, parce que moi, je suis prêt à tous les coups. Tous les coups sont permis. Il ne tire aucune leçon des procédures de justice, par exemple, qui avaient été lancées contre lui. Si, on peut dire d'un certain côté qu'il a tiré une leçon du rapport Mueller. Le rapport Mueller a établi deux choses. Il a établi qu'il y avait une campagne extraordinaire de la Russie pour interférer dans l'élection américaine. Mais que Trump n'avait pas collaboré activement, il en avait juste bénéficié. Il n'a pas été sanctionné. Donc pourquoi s'interdirait-il de recommencer? Eh bien, on va suivre tout ça de près, évidemment. On a encore plusieurs mois devant nous. Merci à vous, Corentin Célin. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé d'histoire et spécialiste de la politique américaine. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur les manifestations monstres à Hong Kong ce week-end. Près de 2 millions de personnes ont défilé hier. Hong Kong qui résiste coûte que coûte à la mainmise du pouvoir chinois. Alors, quels sont les enjeux de ces manifestations? C'est dans l'air est intitulé ce soir Hong Kong défie Pékin. Bonne émission à vous.